Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'en ai eu de très bonnes. J'ai bien lu la semaine dernière. J'ai eu des romans dont le point commun était principalement des héroïnes et des héroïnes à poigne. Hein. Et on va commencer avec la plus jeune d'entre elles. On va commencer donc avec Les monstres d'outre-terre, La citadelle imprenable de David Moité, publié aux éditions Didier Jeunesse. Rappelez-vous, j'avais lu le tome 1 pendant mes vacances au mois de mai. Et je voulais absolument lire le tome 2, donc j'ai tenté, je l'ai demandé auprès de la maison d'édition et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer le tome 2. Donc, pour rappel, on fait la connaissance de Sarah. Sarah qui vit en outre-terre, elle vit dans le manoir familial. Elle sort très peu car elle a des espèces de crises. On ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, son père, du coup, lui a octroyé un précepteur qui lui fait classe chez elle. Elle a un grand parc à disposition pour se promener. Mais voilà, elle a très peu de contact avec l'extérieur. Sauf que, bah, au plus elle grandit, plus Sarah, elle a envie de découvrir le monde, de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et son père est chasseur de monstres. Et à chaque fois qu'il rentre à la maison, elle lui demande, voilà, qu'il lui raconte ses aventures. Et il reste très secret sur ses aventures. Jusqu'au jour où, un jour, quelqu'un pénètre dans le manoir et essaye d'enlever Sarah. Elle n'a d'autre choix que de s'enfuir. Et lors de sa fuite, elle va tomber sur Tom, qui est un petit voleur à la manque. Ils vont constituer le duo principal de ce roman. Et Tom va bientôt aider Sarah à retrouver son père, qui a disparu. Et le tome 1 s'arrête sur un certain type d'événement. Et le tome 2 reprend tout de suite là où on s'en était arrêté au premier tome. Donc, Tom et Sarah sont toujours à la recherche du père de Sarah. Ils vont être aidés grâce à deux autres personnages. Et ils vont continuer leur périple dans les terres d'outre-terre. Et ils vont apprendre qui et derrière la disparition du père de Sarah. Il s'avère que le père de Sarah a été kidnappé. Ils vont apprendre par qui et ils vont tout faire pour essayer de libérer le père de Sarah. Donc dans ce deuxième tome, on est tout de suite au cœur de l'action. Il n'y a aucun temps mort. Et là, toutes les réponses à nos questions du premier tome se trouvent là-dedans. On en apprend beaucoup plus sur Sarah, pourquoi elle a des crises, quelles sont ces crises. On sait pourquoi. J'ai vu des choses venir gros comme une maison, mais il n'empêche que j'ai adoré ce roman sur la différence, sur la tolérance, sur le fait que l'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, mais que pour apprendre à vivre en harmonie avec les autres, il faut apprendre à les connaître, les forces, les faiblesses, pour pouvoir vivre en harmonie. Et il y a beaucoup de messages là-dessus dans ce roman. Les chapitres sont très courts, les personnages sont très bien campés, il y a beaucoup de bons sentiments dans ce roman. La loyauté, l'amitié, l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour entre les hommes, entre les monstres. Alors il y a des monstres gentils, des monstres pas gentils du tout. Et tout le monde essaye de vivre tant bien que mal dans cet univers. En tout cas, voilà, si vous avez des jeunes, c'est à peu près pour quel âge? Ouais, je dirais... ouais, 13-14 ans à peu près hein, pour l'âge, pour lire ce roman. Alors ça se lit très bien aussi pour les adultes, la preuve.
Alors, on passe un excellent moment et voilà, je vous conseille cette petite saga fantasy jeunesse en 2 tomes, donc c'est vraiment très très court et voilà, pour les adultes qui veulent découvrir la fantasy et pour les jeunes qui veulent découvrir la fantasy avec une toute petite saga jeunesse. Ensuite, j'ai écouté en audio la première née de Amy Harmon qui est paru aux éditions Charleston. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais Charleston a décidé d'étendre un petit peu son catalogue, d'ouvrir un petit peu ses chakras au champ des possibles. Et bon, alors bien sûr, vous trouvez toujours du contemporain avec des héroïnes féminines fortes. Et ici, voilà, Charleston a décidé d'ouvrir un peu son catalogue à de la fantasy avec une autrice phare qui est déjà publiée chez Charleston dans une autre catégorie. Donc ici, on est sur un premier tome de saga, Les Chroniques de Saylock. Et c'était mon premier roman d'Amy Harmon, j'en ai jamais lu de cette autrice. Et j'ai eu envie de découvrir ce roman grâce à Stéphanie de la chaîne Piketty Booking, que je ne présente plus. Elle avait surkiffé ce premier tome. Elle en avait énormément parlé, ça a été un coup de cœur pour elle. Et quand j'ai eu l'occasion de l'écouter en audio, eh ben je l'ai fait. Et autant vous dire que eh ben c'est un beau bordel à cul hein, quand même. Comme vous savez, quand je sors cette expression, c'est parce que c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu, un énorme coup de cœur. Voilà, je ne peux pas sortir le slip parce que c'est déjà pris, mais vous voyez quand même déjà l'idée. Faudrait que je lance, tiens, une idée, un petit sondage sur Insta ou ici sur YouTube. N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Voilà, pour me trouver une expression spéciale coup de cœur qui me correspond à moi, parce que j'ai pas d'idée. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous me connaissez bien, voilà, n'hésitez pas à me donner des expressions spéciales coup de cœur qui me correspondraient à moi, qui seraient ma marque de fabrique. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas d'autre, à part un bordel à cul. Voilà. Donc dans ce roman, le roman s'ouvre sur une jeune femme qui s'appelle Desdemone, qui est une guerrière. C'est la guerrière de son clan. Or, la fonction de guerrier, c'est surtout et avant tout celui des hommes. Sauf que son frère, lui, tend à être gardien, c'est-à-dire un sage, à prier les dieux dans un temple, mais il n'a pas du tout de velléité guerrière. Et Desdemone, elle est guerrière et elle est promise à un autre chef de clan pour nouer des alliances, tout ça. Bon, bref, voilà, on dépeint le tableau. Sauf que Desdemone tombe enceinte et son promis la rejette, la renie, la répudie, tout ce que vous voulez. Bref, il ne veut pas en entendre parler, il ne veut pas entendre parler de cet enfant. Et Desdemone se retrouve à accoucher seule dans la forêt, au pied d'un arbre. Son frère, à la suite d'une vision, va la rejoindre. Il va la rejoindre au dernier moment, car Desdemone a perdu énormément de sang pendant son accouchement. Et elle est sur le point de mourir en ayant son enfant tout contre elle. Et elle prononce une malédiction. Elle va maudire toute l'île de Saylock. Et dans cette malédiction, plus aucune fille ne naîtra sur l'île de Saylock. Et le seul qui pourra briser cette malédiction, ce sera son fils. Le petit garçon qui est né. Et donc, le frère de Desdemone, Dragmar, va recueillir, Bahir, l'enfant de sa sœur. Il va l'élever comme son fils au sein du temple. Et effectivement, pendant 7 ans, aucune fille ne va naître sur l'île de Saylock. Le roi meurt, il faut donc couronner un nouveau roi. Et c'est le promis de l'ancien fiancé de Desdemone qui est sur les rangs de la couronne. Et celui-ci va être couronné parce qu'il va présenter un enfant nouveau-né au temple et il va s'agir d'une fille. Donc forcément, tout le monde pense que ce roi
Manrud, a brisé la malédiction et que voilà, des jours nouveaux et jours heureux vont pouvoir revenir sur Sailok grâce à ça. Et donc, il est couronné roi. Et la princesse Alba et le petit garçon, le neveu de Drakmar, vont grandir ensemble et Bahir va, en quelque sorte, protéger cette petite fille. Il y a une énorme complicité qui va se lier entre ces deux enfants. J'ai beaucoup, et on voit tout au long de ce roman cette amitié, ce lien qui est créé entre ces deux personnages qui évoluent au fil des années, au fil de l'évolution, du passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte de ces deux personnages. Et on voit bon nombre de complots se faire jour, bon nombre de trahisons se faire jour. Et on va suivre comme ça tout au long de plusieurs années tous ces personnages. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré tout dans ce roman, l'univers, ce mélange de mythologie nordique, adapté bien évidemment à l'histoire. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai adoré les personnages féminins. Le message, c'est que si il n'y a plus aucune femme dans une espèce, dans une race, comment voulez-vous que cette race perdure? S'il n'y a pas de femmes, s'il n'y a plus de filles, comment faire des enfants? Comment faire prospérer l'espèce? Voilà, et la malédiction qui a été prononcée par Desdémone au début, franchement, ça résume toute la condition féminine depuis la nuit des temps. On est utilisé, on se sert de nous. Quand on n'a plus besoin de nous, on est délaissé. Et on ne nous aime que pour finalement ce à quoi on sert. Et c'est vrai, et c'est vraiment tout ça. C'est vraiment le résumé de 100, 200, 300 ans de conditions féminines. On en est encore là, malheureusement. Et il y a énormément de messages qui sont passés dans ce roman. J'espère très sincèrement que le tome 2 sera traduit par les éditions et publié par les éditions Charleston, car j'ai vraiment envie de savoir la suite des chroniques de Sailok, parce que franchement, c'est un super univers. C'est vraiment un super roman de fantasy adulte. Et pour une fois, il n'y a pas de scène de cucu à toutes les pages. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a, oui, des histoires d'amour, mais des vraies histoires d'amour avec de vrais sentiments, et non pas uniquement des pulsions sexuelles à assouvir. C'est rafraîchissant, c'est plaisant, on est vraiment au cœur d'une histoire de fantaisie, et uniquement au cœur d'une histoire de fantaisie, et ça fait franchement du bien. Lisez, voilà, les chroniques de Sailok, la première année, que en papier ou en version audio, franchement, vous allez vous régaler. Ensuite, toujours en termes d'héroïne et de femmes à poigne, j'ai lu, voilà, j'ai lu Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'aime beaucoup la plume de Michael McDowell, j'aime beaucoup la façon dont il a de placer la femme et la condition féminine au 19e siècle. Et donc ici, on va faire la connaissance de Philomena Drax, qui vit avec sa mère. Elles vivent très chichement toutes les deux. Sa maman est couturière. Elles arrivent à joindre les deux bouts avec le métier de couturière de sa maman. Et un jour arrive une lettre du père de sa maman, donc du grand-père de Philomena. Et papy est dans le salda. Papy, il a eu un accident, il est extrêmement diminué, il est malade et il vit sous la coupe d'une famille. Les Slape.
qui sont des gens assez peu recommandables et il a très très peur pour sa vie. Il pense très sincèrement qu'ils veulent le tuer pour mettre la main sur le magot. Et donc, il demande est-ce qu'on vienne l'aider. Donc, Philomena prend le train pour aller à la rencontre de ce grand-père qu'elle ne connaît pas. Et là, les emmerdes vont commencer. Les emmerdes vont commencer parce que les Sleip, et notamment Cathy, la fille, voient d'un très 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 mauvais œil que un membre de la famille du grand-père arrive et menace leur héritage. Hein, parce que pour eux, hein, l'argent du vieux, c'est pour eux, c'est pas pour la famille. Hein. Et va commencer une course-poursuite sanglante entre Cathy et Philo. Parce qu'on voilà, on l'appelle par son diminutif dans tout le roman. Cathy, elle est cinglée. Elle est complètement marteau, sans mauvais jeu de mots, hein, parce que son arme de prédilection, c'est quand même un marteau. Elle est cinglée. Cette fille est cinglée. Elle est flippante. Je souhaite de ne jamais croiser quelqu'un comme elle un jour au coin d'une rue parce que franchement, il ne me resterait plus beaucoup de temps à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est cinglée, elle est siphonnée. Sa mère et non, c'est sa belle-mère. Sa belle-mère et son père est sont tout aussi frappadingues. C'est une famille qui ne vit que par le mal, que par l'appât du gain et que par le sang. Ils ne vivent que pour ça. Et au-delà de ça, à côté de ça, on a Philo et sa maman qui, elle, rêvent de normalité, rêvent de vivre normalement, faire un bon mariage, avoir une famille aimante, un bon métier, enfin, tout vivre dans la simplicité. Et à côté de ça, on a les Sleip qui sont une famille, mais oh la vache, c'est catastrophique. Ils sont vraiment catastrophiques. J'ai adoré la plume de Michael McDowell qui est toujours aussi addictive. Voilà, il a toujours une façon de mettre la place de la femme dans le. Là, il nous raconte quand même comment pouvaient subsister les jeunes femmes célibataires à New York à cette époque. Voilà, quand elles trouvaient un travail honorable, elles étaient vraiment payées 3 francs 6 sous. Et comment voulez-vous vivre décemment avec ça? Donc, il fallait nécessairement qu'elles aient une activité annexe. Et voilà, Philo, elle arrive de sa campagne et quand elle découvre ça, elle tombe des nues, quoi. Elle est complètement ingénue. Elle est complètement naïve, elle ne sait pas du tout ce qui se passe, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça, voilà, Michael McDowell, il nous raconte vraiment comment vivent les femmes à cette époque aux États-Unis. Et on le voit très bien dans toutes ses œuvres, que ce soit dans Blackwater, que ce soit dans Les Aiguilles d'Or, on voit très bien qu'il souhaite mettre en avant la femme du 19e siècle. Et autant vous dire que j'ai beaucoup aimé Blackwater. Bon, ça n'a pas été la claque monumentale comme la plupart des gens. Je ne me suis pas retrouvé les 4 fers en l'air en lisant ça. J'ai beaucoup aimé, ceci dit. J'ai adoré Les Aiguilles d'Or, mais je pense que Cathy surplombe ces deux ouvrages largement. C'est mon préféré sur les 3. Sur mes 3 lectures, c'est Cathy qui remporte la palme. Voilà, Cathy et Philo, elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Il y en a une qui est complètement dingue et l'autre qui est super gentille, adorable. Voilà, je peux que vous conseiller de lire Cathy. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, je vous dis, c'est mon préféré jusqu'à maintenant des œuvres de Michael McDowell. Ensuite, et enfin, j'ai lu le dernier roman paru aux éditions XO d'Olivier Bal. Il s'agit de La Meute. Donc ici, c'est un one-shot. On n'est toujours pas revenu avec son héros récurrent qu'on avait rencontré dans La Forêt des Disparus, dans l'affaire Clara Miller, et dans le 3e, le truc avec les anges, là. Je ne sais plus le nom. Bref, j'ai un trou.
Et donc ici, on est au jour d'aujourd'hui. Le roman s'ouvre sur le kidnapping d'un ressortissant syrien, un réfugié syrien qui vit dans un campement de fortune aux portes de Paris. Et cet homme, Hassan, va se faire kidnapper et il va se retrouver dans une arène à affronter un espèce de colosse revêtu d'une armure et d'une arme qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait au temps médiévaux. Et il va, voilà, ça va être d'une violence rare. Il va être retrouvé mort quelques heures plus tard dans un terrain vague. Parallèlement à ça, on va suivre Sofia Giordano, qui fait partie de l'antiterrorisme. Elle fait partie de SDAT. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, le AT, c'est antiterrorisme. On a beaucoup de sigles sur l'antiterrorisme, sur le contre-espionnage. En début de roman, il y a franchement, si on s'y connaît pas, il y a de quoi s'y perdre. Bon, moi, je connais les plus connus, hein, mais bon... Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Sofia, elle fait partie de l'antiterrorisme et elle poursuit donc les terroristes et elle poursuit un tueur qui s'appelle l'Ange Noir et qui s'attaque à des personnalités en vue sur le territoire français. Ça peut être des députés, ça peut être des hommes politiques, ça peut être des médecins, enfin des personnes très 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 en vue. Et il cible voilà, cet ange, suit un certain nombre de personnes et les tue. Et le modus operandi de ces meurtres fait penser à l'antiterrorisme, que c'est un terroriste de l'islam, de l'État islamique, parce qu'il y a beaucoup de références à l'islam dans ce modus operandi. Donc, l'antiterrorisme a été mandaté pour faire la chasse à ce criminel. Et en enquêtant sur la vie des victimes, Sofia va se rendre compte qu'ils étaient plus ou moins affiliés à un groupuscule qui s'appelle La Meute, qui est tenu par le fils d'un des hommes les plus en vue de France. Et elle va commencer à enquêter de ce côté-là. Parallèlement à ça, quand le corps du réfugié syrien est retrouvé, l'affaire est confiée à un autre flic à Paris, de la brigade criminelle. Et voilà, c'est un flic voilà, qui est sous le coup d'une enquête de l'IGPN parce qu'il a eu des accès de violence sur un suspect, il y a quelque temps de ça. On apprend qu'il a vécu un deuil extrêmement difficile. Au fur et à mesure des chapitres, on sait pourquoi il est dans cet état-là, on sait pourquoi il est sous le coup d'une enquête interne, et on sait pourquoi on le sent fatigué. Et lui aussi, au fur et à mesure de son enquête, va le mener vers ce groupuscule La Meute. Donc, on se doute que ces deux enquêtes vont se retrouver à un moment. Moi, ce qui m'a gênée dans ce roman, c'est que la 4e de couverture en dit beaucoup. Et je dirais même beaucoup trop. Je vous en dirai pas plus, mais moi, c'est ce qui m'a un petit peu déçue dans ce roman, c'est que la 4e de couverture en dit beaucoup. Au-delà de ça, on est dans une enquête où la violence est extrêmement violente et extrêmement présente. On a beaucoup de sujets d'actualité. On a voilà, la haine de l'autre, comment les partis politiques s'approprient des événements de l'actualité pour radicaliser une certaine partie de la population, pour stigmatiser une partie de la population, comment l'État islamique
voilà, tous les moyens de l'État islamique pour organiser une propagande appelée au djihad et comment de nombreux jeunes se font radicaliser, partent en Syrie pour rejoindre les rangs de l'État islamique afin d'être radicalisés et mener le combat contre les impurs. On voit aussi tout le combat. Donc on suit aussi toute la difficulté des réfugiés syriens quand ils arrivent dans un pays, que ce soit la France ou autre, la difficulté de quitter leur pays, de se retrouver là-bas entre le marteau et l'enclume, entre l'État islamique et l'armée de Bachar el-Assad. Donc c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement bien expliqué, tout le travail des associations en France pour pouvoir leur filer un coup de main. J'ai beaucoup aimé le personnage de Daria et le personnage de Louis. Le personnage de Louis, vous le verrez, il évolue pendant tout le roman. Et franchement, voilà, il est très très bien fait. Il a beaucoup de failles, il a beaucoup de... Voilà, il est très complexe. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Surtout, voilà, surtout à la fin. Que dire de plus dans ce roman? Bon, il y a des choses que j'ai vues, arriver. Mais alors, Olivier Bal, là, dans ce roman, dans La Meute, il nous a collé une petite pichenette derrière la tête au dernier chapitre que j'ai pas vu arriver du tout. Et pourtant, tous les signes étaient là quand on repense à la lecture. Franchement, tous les signes étaient là, mais voilà, il n'empêche qu'il nous colle une petite pichenette derrière la tête. Et là, franchement, il m'a eu. Chapeau, bravo Olivier Bal. Voilà, c'est pas... voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, mais c'est pas mon préféré. Je crois que mon préféré restera avant tout... comment dire... La forêt des disparus et Roche de sang que j'ai beaucoup aimé pour ses personnages. C'est un très bon cru d'Olivier Bal. Franchement, allez-y, lisez-le. Mais accrochez-vous parce que franchement, ça dépote et c'est quand même assez sanglant. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au niveau lecture en cours, je suis sur Greka, l'acte 3 de Lizia Maro aux éditions Inceptio. Je vous en parlerai plus avant dans le prochain Qu'as-tu lu. Et en audio, je suis sur Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman, le tome 7 des détectives du Yorkshire, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Voilà. Voilà, je voulais vous poser une petite question. Là, le Qu'as-tu lu, il va faire à peu près 25-30 minutes. Je voulais vous poser la question de savoir si vous préférez voir le Qu'as-tu lu en une fois, en une vidéo d'une demi-heure, ou est-ce que vous préférez que je vous le sépare en deux, que vous ayez une première partie le lundi par exemple, et une deuxième partie dans la semaine, le mercredi, pour que ce soit plus facile pour vous à regarder. N'hésitez pas à me répondre en commentaire, vous savez que j'adore vous lire et que je vous réponds avec beaucoup de joie et de bonheur. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!